Et ce matin, puisque nous parlons d'OGM, d'OVM et puis tout ce qui va avec, on est allé chercher chez François Rabelais. Vous connaissez bien sûr cette célèbre phrase de François Rabelais, « Science sans conscience n'est que », je sais que vous avez complété déjà chez vous, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », vous l'avez vu. Et maintenant, je vous propose de prendre la direction de l'Hexagone. Là-bas, on va y retrouver un journaliste. Il est journaliste, reporter d'images et chroniqueur également. Vous le savez certainement, hier, cela faisait 1 an que le premier cas de coronavirus est apparu à Wuhan, en Chine. Très vite, la maladie a atteint le monde entier. 1 an plus tard, la catastrophe que certains craignaient ne s'est pas produite en Afrique. En direct avec nous, Prince Bafouolo. Bonjour, Prince Bafouolo. Bonjour, Monsieur Ayaka. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Bonne et heureuse année à vous. Merci à vous aussi et à toutes les Béninoises et tous les Béninois qui nous suivent. Alors, je sais que vous n'êtes pas médecin, vous êtes plutôt journaliste, reporter d'images et depuis quelques jours, on nous parle surtout de ces variants de la Covid-19. Est-ce que ceci vous inquiète, vous ? Je ne suis pas inquiet parce que je suis de nature optimiste et je rappelle quand même que ce livre, L'Afrique face au Covid, les leçons d'une pandémie que j'ai écrit, a été écrit dans le contexte du premier confinement, c'est-à-dire l'an dernier. Alors au regard de ce qui s'était dit par rapport à l'Afrique et de ce qui se passe aujourd'hui, vous l'évoquiez tout à l'heure, les inquiétudes de l'OMS, je pense qu'on peut rester plus ou moins confiant, même s'il ne faut pas tirer un satisfecit trop tôt. Alors, c'est vrai qu'on constate que la pandémie a été plus lente et d'une amplitude bien plus faible sur le continent africain. Qu'est-ce qui peut l'expliquer selon vous ? Alors, il y a sans doute des raisons endogènes à l'Afrique, mais je pense qu'il nous faudra encore du temps pour le démontrer aisément. À ce stade et de façon factuelle, il me semble plus judicieux de s'arrêter sur les explications justement de l'Organisation mondiale de la santé qui, on l'évoquait tout à l'heure, avait émis des inquiétudes au début de la crise. L'OMS avance plusieurs raisons. D'abord, le facteur âge qui a joué en faveur du continent. L'Afrique, l'âge médian des Africains est de 20 ans. Ça veut dire que la moitié des Africains a moins de 20 ans. Dans le monde, l'âge médian est de 30 ans et en Europe, il est de 42 ans. Autre chiffre, pour être plus précis, 3% de la population en Afrique seulement à 65 ans. En France, c'est 20%. Ceci explique cela puisque, vous le savez, la maladie frappe beaucoup plus les personnes âgées. L'OMS évoque autre raison, le mode de vie des Africains qui voyagent peu, ce qui évite les échanges, les contacts et par conséquent la propagation du virus. Il y a aussi le fait que les Africains vivent beaucoup à l'extérieur, contrairement en Occident où l'on vit beaucoup plus dans les endroits clos. Comme vous le savez là aussi, les statistiques ont démontré que c'est par exemple dans les EHPAD, les maisons de retraite, que l'on a enregistré plus de morts en France. En Afrique, il y a très peu de maisons de retraite et d'ailleurs, les vieux restent chez eux et donc ont été épargnés de ce point de vue-là. Oui. Alors, que retenir de façon concrète, on l'a peut-être pu voir dans votre ouvrage, que retenir de la façon dont les États africains eux-mêmes ont réagi à la pandémie du coronavirus ? Alors, on a souvent critiqué le manque de réactivité des dirigeants africains, mais je pense qu'il est important de reconnaître que globalement, ils ont su réagir face à la crise. La fermeture des frontières très tôt, des discothèques, bars, l'interdiction des activités sportives et festives sont autant de mesures qui ont contribué à faire barrage au virus. Je rappelle que le président Macky Sall, par exemple, a annulé les festivités de l'indépendance du pays prévues pour le 4 avril. On a également vu un élan de solidarité au Congo-Brazzaville, comme dans bien d'autres pays, où des opposants se sont joints à la stratégie gouvernementale pour lutter contre le virus. Au Rwanda, au Burkina Faso, présidents et ministres ont renoncé à une partie de leur salaire pour alimenter le fonds de soutien mis en place. Ce sont autant d'efforts et d'actions qui ont porté des fruits. Je peux également citer le cas du Bénin, puisque nous y sommes, d'un cordon sanitaire autour
des 10 communes les plus exposées au Covid-19. La gestion de la crise a de temps été plus difficile au Bénin, que le pays n'a pas procédé au confinement. C'est l'occasion de saluer le courage du président Patrice Talon, car si le confinement a été salutaire dans certains pays, ayant le courage de dire que cette mesure n'est pas vraiment appropriée à un continent où les populations vivent au jour le jour. Il est clair, Monsieur Ayaka, qu'un habitant de carrière dans les Yvelines en France, dans un appartement doté de Wi-Fi avec eau et électricité, ne vit pas le confinement de la même façon qu'un habitant de Boïkan au Bénin. Dans un studio sans réfrigérateur, par exemple. Donc, cette crise a démontré que les Africains doivent trouver des solutions propres à eux, en phase avec leur mode de vie. Et sur cette question précise, le président Talon a su prendre une longueur d'avance. Alors, tout n'est pas rose. Il y a des zones d'ombre au tableau, qu'il s'agisse du Bénin ou d'autres pays en Afrique comme dans le monde. Mais globalement, on peut affirmer que les dirigeants africains ont assez bien géré la crise. Ouais. Je dois rappeler que cet ouvrage, vous l'avez écrit en plein confinement et que vous êtes pas seulement journaliste, reporter d'images et chroniqueur sur l'émission à succès de Claudicia d'ailleurs. Vous êtes également cofondateur de la plateforme Worldwide Africa Network dédiée à la promotion des Africains et afro-descendants. Et sûrement, votre ouvrage invite les Africains à la réflexion, surtout pour la suite, Prince Bafouolo. Exactement, parce que je considère 2021 comme l'année zéro pour l'Afrique. Ce continent devrait, à mon sens, prendre un nouveau départ pour se réinventer. Et j'évoque dans le livre 4 leviers qui me semblent être prioritaires. D'abord, l'agriculture, puisqu'il pourrait permettre de nous nourrir déjà nous-mêmes et de nourrir le monde entier. L'Afrique, c'est 60% des terres arables de la planète. Pas besoin d'un bac plus 5 en agronomie, Monsieur Ayaka, pour affirmer que si l'Afrique développe sérieusement ce secteur, elle nourrira le monde entier. Ensuite, l'entrepreneuriat. En 2050, l'Afrique comptera 2,5 milliards d'habitants contre 1,2 milliard aujourd'hui. Si l'État et le secteur privé ne permettent pas de donner du travail à tous aujourd'hui, ce n'est pas dans 30 ans, avec cette population qui va doubler, que cela sera possible. Il faut donc créer un cadre adéquat pour permettre aux uns et aux autres d'entreprendre et de créer la richesse. Il y a également la diaspora, qui est une chance pour l'Afrique. Elle est formée, aguerrie, expérimentée. Je pense que les pays de départ gagneraient à associer la diaspora dans les différentes stratégies de développement. Enfin, je pense que l'Afrique ne peut pas se développer sans la recherche. Selon la résolution des chefs d'État réunis à Lagos en 1980, chaque pays devrait injecter 1% de son PIB à la recherche. 41 ans après, force est de constater qu'aucun pays n'a atteint ce chiffre. Et cela ne permet pas à nos scientifiques de libérer leur potentiel et de nous proposer des solutions propres à nous. La crise sanitaire qui frappe le monde devrait interpeller nos dirigeants pour qu'ils puissent revoir leur copie. Prince Bafouolo, merci beaucoup d'être intervenu sur 5 sur 7 matin et bravo pour votre ouvrage « L'Afrique face au Covid, les leçons d'une pandémie, pourquoi le continent s'en sort mieux ». Merci beaucoup à vous de nous avoir prêté un peu de votre temps. Merci à vous. À très bientôt.